La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous voulons parler de la paix dans la communauté ou la paix entre communautés. Pour en parler, j'ai sur le plateau des invités et pas des moindres. Je m'en vais vous les présenter tout de suite à ma droite, à l'extrême droite. Nous avons M. Nanema Kouka Edouard. Vous êtes administrateur civil à la retraite et vous avez été préfet, maire, pasteur Flavien Tapsoba. Vous êtes une personnalité bien connue du milieu protestant, membre de la commission Réconciliation nationale. Nous avons une juriste parmi nous, Mme Wangrawa. Lucie, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes juriste et vous travaillez au ministère des Transports. Nous avons juste à l'extrême gauche M. Da Robert Atta. Il est enseignant de son État, mais il est aussi membre d'une association qu'on appelle Graines de paix. Constatez avec vous que nous avons sur notre plateau des invités de marque, des invités qui ont franchement de l'expérience en matière de paix, en matière de communauté. Qu'est-ce qui peut être cause d'un conflit au sein d'une communauté? Lorsque les gens ne voient pas, en tout cas, tout dans la même direction, ne veulent pas la même chose, il y a forcément conflit. Mais je ne dis pas que le conflit est forcément mauvais, on en reparlera. D'accord. On ne peut pas vivre sans conflit, même au sein de la cellule familiale, les gens ne vivent pas sans conflit. Il y a principalement deux sortes de conflits. Voilà, donc celle armée et celle non armée. C'est souvent au niveau des intérêts. Prenons simplement au niveau villageois, concernant les limites des champs, des propriétés, etc. Ça, c'est souvent source de conflit entre deux villages. Peuvent revendiquer un seul endroit, un même endroit, disant voilà, ça appartient à nos ancêtres, etc. Et c'est quand même, ça peut donner lieu vraiment à un conflit assez large. Ça parle souvent de deux familles qui ne s'entendent pas. Les deux villages finissent par s'impliquer et vraiment on peut aller plus loin avec ça. À cela, je peux ajouter qu'il y a aussi l'incompatibilité des positions. Comme le pasteur venait de le dire, lorsque deux personnes ou deux groupes ont des visions différentes, ça veut dire que forcément le conflit va naître. Et cette incompatibilité de position également est source de conflits. Il y a aussi des conflits qui sont d'ordre identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des conflits liés à l'identité. Il y a aussi des conflits qui sont liés à la culture elle-même. C'est-à-dire que lorsque deux cultures s'affrontent, forcément, il y aura conflit parce que les deux groupes de personnes ne voient pas les choses de la même façon. Et cela, c'est lié peut-être à l'éducation, à la culture dans laquelle la personne a évolué. Et ça aussi, ça peut être source de conflit. La base même, c'est la divergence d'intérêts. Les êtres humains par nature sont différents les uns les autres. Je prends un exemple terre à terre. Si plusieurs personnes se retrouvent, on leur demande, des quatre coins cardinaux, on leur demande de faire la carte du monde. Chacun va mettre son continent au centre. Parce qu'on a une certaine vision des choses qui ne sont pas la même que l'autre. Voilà, donc l'origine, c'est d'abord les intérêts, il y a l'éducation, et souvent des problèmes d'eau, le conflit entre éleveurs et puis agriculteurs surtout. Est-ce que vous pourriez nous relater un peu quelques conséquences des conflits, les conflits mal gérés ou pas gérés du tout? Ok. Je pense qu'à l'introduction, quelqu'un disait que le conflit n'est pas forcément négatif. Et en fait, souvent le problème, ce n'est pas le conflit, mais c'est la gestion du conflit qui pose problème. Parce que le conflit en tant que tel, s'il est bien géré, il peut être en fait un avantage, il peut même permettre un développement meilleur qu'avant. Mais souvent le problème, c'est la gestion de ce conflit-là. Si il est mal géré et que on en arrive à des actes de violence, là maintenant ça pose un problème. Et en ce sens, on peut dire que, conséquence du conflit, lorsqu'il est mal géré, certainement, on arrive à commencer que la sœur disait, qu'on peut arriver à des conflits armés. Et en ce moment, vous savez, quand nous sommes dans une situation de conflit armé, forcément, il y aura mort d'hommes, la destruction. Et même, on voit des exemples autour de nous où vraiment la destruction est vraiment de taille. Les villes, les infrastructures, tout est détruit. Donc, je pense que c'est vraiment des conséquences désastreuses liées vraiment à la malgestion du conflit. Et aussi, vous voyez, dans une situation de conflit, par exemple, ou de guerre, on trouve tout. Les abus, les viols, etc. Tout ça,
ce sont des conséquences vraiment négatives du conflit lorsqu'il est mal géré. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre un micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de la ville. Nous avons recueilli le point de vue des uns et des autres sur le thème général du conflit entre communautés ou au sein d'une communauté. Regardez. Qu'est-ce qui peut causer un conflit dans une communauté? Bon, moi je dirais quand même, ce qui peut causer un conflit dans une société, c'est en fait la mauvaise gestion des ressources. Ça peut être la divergence des idées. Quand on remarque dans nos communautés, surtout les plus reculées, je veux parler des provinces, bon, il y a l'inacceptation des uns et des autres. Par rapport à telle ethnie ou telle autre ethnie, il y a des antagonismes. On ne sait pas c'est dû à quoi, mais même avec le temps, les gens n'arrivent pas à surmonter ces petites difficultés. Donc ça fait que, bon, toujours les conflits sont toujours imminents. Quand il y a des individus qui sont vraiment riches et qui vivent une vie opulente, pendant que bon, d'autres vivent dans la misère et qui n'arrivent même pas à assurer le quotidien, bon, pour moi, ça peut poser un conflit. Le manque de collaboration. Lorsque dans une société, les gens ne se comprennent pas, ou que ce soit dans un village, même dans une famille, lorsque les gens n'arrivent pas à se parler, effectivement, des situations d'incompréhension peuvent arriver et provoquer des conflits. Le plus souvent, c'est la malcompréhension. Pour un simple problème de salubrité, peut-être deux voisins peuvent déjà se rentrer dedans, et c'est des cas fréquents, quoi. Manque de confiance, puis bon, malentendu, etc. Bon, sans compter des préjugés. Il peut y avoir des préjugés qui peuvent amener les gens à ne pas s'entendre et ça peut dégénérer en conflit armé ou pas, ou bien des invectives, c'est-à-dire on s'insulte, etc. Bon, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Si les gens commencent à se tromper les uns les autres et à se mentir, ou bien si l'égoïsme, les jalousies autres commencent à prendre le pas sur la qualité des relations humaines, évidemment les conflits ne peuvent que naître. Hein? Donc dans une communauté, il faut que tout le monde, en premier lieu les responsables, fassent en sorte que les règles internes soient respectées. Le conflit est inhérent à la nature humaine même d'abord. Donc toutes les fois qu'il y a une communauté de gens qui vivent ensemble, les gens sont motivés par des enjeux personnels, ce qu'ils ont à gagner ou à perdre par rapport à une situation. Et donc du coup, les enjeux sont toujours à la source de conflit. Il n'y a pas d'humanité sans conflit. Ça, c'est inhérent à la nature humaine. Il n'y a pas d'humanité sans conflit. Et le conflit, dit-il, est inhérent à l'espèce humaine. Est-ce que c'est vrai? Les intérêts ne sont pas toujours forcément les mêmes chez les uns comme chez les autres. Et donc, ce qu'il vient de dire est bien exact. Donc, c'est compte tenu de la diversité, du fait que les gens ne peuvent pas avoir une même opinion, avoir les mêmes visions, qu'il y a toujours les conflits. Le manque de solidarité à ce niveau qui peut être objet ou source de conflits. Une mauvaise distribution des ressources ou que cette richesse ait été acquise sur de fausses bases. J'aimerais revenir à ce que vous venez de dire, le conflit est inhérent à l'homme. Ça veut dire qu'en soi-même, on porte des conflits. Il nous arrive par moments où soi-même on n'est pas content de soi. C'est un conflit. Et il faut le gérer. Maintenant, il y a le conflit aussi, souvent qu'on a avec l'autre. Par rapport à ce micro-trottoir, effectivement, je pense que les intervenants ont bien perçu la question du conflit parce que il y en a qui ont parlé d'intérêt, la pauvreté, l'inégalité, l'inégale répartition des ressources. Je pense que ça aussi, c'est une réalité. Quand vous vivez dans une communauté et que les biens ne sont pas répartis de la bonne façon, effectivement, ça va créer des mécontents. Il y a aussi la question de la non-acceptation des groupes de personnes ou des individus dans la communauté. Parce que lorsqu'on rejette un groupe, effectivement, ce groupe-là, plutôt, va chercher aussi à avoir sa position, puisque il sera dans une position de dominance. Donc, ce groupe également va réagir. Comment peut-on bien gérer les conflits? Alors, il appartient à l'autorité administrative qui gère donc l'ensemble, d'anticiper les pouvoirs
poser des règles de droit dans la gestion même des terroirs. La meilleure solution au conflit, c'est la prévention, comme l'a dit précédemment, il a été dit précédemment. Donc c'est mettre en place un système d'alerte. Donc à ce niveau, c'est peut-être mettre des structures en place qui vont pouvoir jouer le rôle de système de veille. La plupart du temps, dans les communautés, c'est cela, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et ça exacerbe les tensions. Comment, dans un cas comme ça, parce que c'est ce qui arrive souvent, comment dans un cas comme ça, vous pouvez arriver à juguler cette tension-là? Bon, voilà pourquoi il y a lieu quand même de recourir, si vous voulez, à la foi de chacun. Chacun croit en tout cas à un être suprême qui est Dieu. Et la parole de Dieu, bon, pour les chrétiens, bon, pour la Bible que je connais, on dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Autant que ça dépend de vous. Donc cela veut dire que vous pouvez, en tout cas par votre attitude, arriver à faire en sorte que le conflit ne perdure pas. Hein? Moi, je vois ça comme ça. Autant que ça dépend de vous. Et donc, chacun doit essayer de trouver en lui-même les ressources nécessaires pour arrêter donc le conflit. Est-ce que c'est possible toujours de pardonner, M. Da? Oui, bon, c'est pas toujours facile de pardonner. Mais vous savez, dans ce contexte de gestion de conflits, je dirais qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle le conflit latent et le conflit ouvert. C'est-à-dire lorsque le conflit est latent, en ce moment, le travail qui est à faire, c'est de faire ce qu'on appelle l'alerte précoce, comme elle venait de le dire. Et aussi, je pense que ce qu'il faut faire en ce moment, parce que l'absence de conflit ne signifie pas forcément la présence de la paix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire un travail d'éducation à la paix. Et dans mon association, c'est ce que nous faisons. Nous faisons un travail d'éducation à la culture de la paix. C'est-à-dire amener les uns et les autres à s'accepter, amener les uns et les autres à comprendre l'importance de la paix et aussi pouvoir identifier tous les éléments qui peuvent compromettre cette paix-là. Il y a des méthodes auxquelles on peut recourir, peut-être que chercher d'autres personnes pour faire la médiation, pour faire la négociation. Parce que ce n'est pas toujours évident qu'on puisse regarder l'autre en face et pouvoir vraiment se maîtriser. Mais je pense que si on arrive à faire ça, ça peut aider. Ben, le pardon, je pense qu'il est toujours nécessaire de pardonner. Si ce travail de médiation, de négociation est fait, à long terme, on peut arriver à pardonner. Et comme le dit, on peut pardonner, mais pas oublier. Vous parlez de médiation. Moi, je voudrais savoir qui est bien placé pour être médiateur. La première qualité est de ne pas faire partie du problème. Est-ce que la personne maîtrise le problème? Est-ce que la personne a assez d'expérience pour trouver des solutions? Tant que c'est possible, c'est toujours chercher une personne, comme ils le disent, neutre, impartiale, mais également un leader en qui les différentes, c'est-à-dire les parties en conflit, aient une certaine confiance absolue. Il ne faut pas que le leader prenne position, quelle que soit la situation, même si vous voyez qu'il y a un qui a pratiquement tort, ne pas laisser transparaître qu'on compatit ou bien qu'on est dans ce cas. On prend cette position, ça ne fera que faire échouer la médiation. Mais la possibilité également, c'est que la population à son sein, par exemple les éleveurs et puis les agriculteurs, peuvent en leur sein, même dans les mécanismes villageois, arriver à régler le problème même sans médiation. Par exemple, vous êtes voisin, l'animal de l'autre est venu manger les cultures. Si vous entendez l'autre faire l'évaluation, le conflit même peut s'éteindre à ce niveau. Donc il y a des moments où les gens n'ont pas besoin de médiation. Voilà. Après, il y a la médiation. La médiation, la personne est neutre. Elle amène en fait les parties elles-mêmes à s'entendre, à trouver la solution. Elle n'intervient pas dans la solution. Il y a la conciliation. En ce moment, la personne peut aller encore plus loin en essayant d'apporter une solution, à leur proposer une solution qui va les arranger tous. Je vais vous permettre de regarder un documentaire que nous avons colmaté pour vous. Il s'agit de conflits qui a eu lieu entre deux communautés, pas loin de nous. Nous sommes en route pour aller à Jos, une ville située au nord du Nigeria. Là, en mars 2010, des centaines de chrétiens ont été massacrés par des musulmans. Je rencontre le directeur de la mission Open Doors du Nigeria, une mission qui travaille parmi les musulmans.
À cause du danger pour sa vie, on ne peut pas le filmer à visage découvert. Il y a l'incertitude. On ne sait pas ce qui peut arriver après. Les gens sont dans la crainte, la peur, l'anxiété. Ce n'est pas une bonne situation. En compagnie d'une escorte militaire, le directeur de Open Doors m'amène vers un petit village à quelques kilomètres de Jos. Dans ce village, des dizaines de chrétiens ont été cruellement massacrés. Bonjour. J'ai appris que vous êtes le pasteur de l'église du village. Oui, je suis le pasteur de cette église. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? La nuit du dimanche 7, autour de 3h15, nous étions en train de dormir dans nos chambres. Nous avions entendu les tirs de fusils partout dans le village. Donc les gens ont tenté de sortir de leur maison. Et il y avait des gens qui sont venus les tuer avec des couteaux. En tant que pasteur, ils ont tué ma femme et ma fille. Maintenant, je pleure tous les jours parce que j'ai perdu ma femme, ma fille et certains membres de mon église. Il y a des gens qui disent que c'est politique, d'autres disent que c'est ethnique. Mais ce que je me demande, pourquoi si c'est politique, ils n'attaquent pas les politiciens, mais de préférence, les premières personnes qu'ils veulent tuer sont les pasteurs, s'ils peuvent en trouver un. This is my house. Ça, c'est ma maison. J'ai perdu mon père, mon grand frère, mon petit frère et 2 autres membres de ma famille. L'attaque était le pire que nous avons vu. Il y avait aussi des femmes et des enfants qui ont été tués. Elles ont été tuées avec des couteaux et des machettes. Quelque part d'autre à Jos, je parle au pasteur Elijah Djougou. Il raconte comment lui et les membres de son église se sont à peine échappés à la violence musulmane. Ce qui se passait ce dimanche-là, j'étais en route pour l'église et j'étais à 2 km de l'église lorsque le Seigneur m'a dit « Aujourd'hui, il y aura des problèmes ». Arrivé à l'église, j'ai dit aux différentes chorales qu'aujourd'hui, elles n'allaient pas chanter. Au moment où nous étions sur le point de quitter l'église, il y avait des gens qui entraient. Il y avait des hommes avec des fusils et d'autres avec des bâtons. Et ils criaient en disant « Nous allons tuer tous les chrétiens ». Mais Dieu nous a sauvés miraculeusement. Il y a des chrétiens qui ont commencé à se venger. Mais les dirigeants chrétiens de cette région ont toujours condamné ça. Ils ont dit aux gens de ne plus jamais faire ça, mais au contraire d'avoir confiance au Seigneur. Tandis que les hommes dans le petit village enterrent leurs victimes, les femmes chrétiennes montrent leur tristesse en allant en masse dans les rues de Jos. Des femmes habillées en noir tenaient et élevaient des tiges pour dire « Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix ». À la surprise générale, tout à coup au ciel est apparu cette magnifique arc rouge qui allait de l'est à l'ouest. Tout à coup, à travers ce signe, tout le monde comprenait que Dieu avait entendu les cris de ces femmes et que Dieu avait donné un signe de paix pour la nation. Quelles sont vos impressions après avoir vu ce documentaire? Vraiment choquant. Je ne vois pas ce qui peut justifier cela. C'est vraiment choquant, triste de voir de telles choses. Notre responsabilité, notre devoir est simplement de prier pour les musulmans, prier pour les chrétiens, prier pour eux tous, pour que de telles choses ne surviennent plus. Bon, c'est vraiment très triste de voir toutes ces personnes qui sont endeuillées. Rien ne peut expliquer une telle violence. C'est-à-dire c'est l'intolérance, en fait, quelle que soit sa cause. Généralement, on sait quand commence un conflit, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit, ni les proportions qu'elle peut prendre. C'est-à-dire,
On a entendu dire quelqu'un qui disait que non, l'autre communauté aussi a essayé. Il y en a qui ont commencé même à vouloir se venger. Donc en fait, en se vengeant, en fait, ça ne peut être qu'une certaine recrudescence de la violence. À un certain moment, les gens chercheront seulement la paix. C'est-à-dire même arrêter cette violence ne veut pas dire systématiquement une paix totale, parce qu'il y a plein de choses à reconstruire et à bâtir. Donc c'est vraiment triste, comme on dit. Et c'est vrai que notre pays, on ne connaît pas ce genre de situation pour l'instant, parce que les gens arrivent à se tolérer, à une certaine tolérance interreligieuse. Il y a également la tolérance même des gens, et la parenté à plaisanterie et tout ça. Donc pour dire qu'il faut que nous cultivons, nous aussi, ce que nous avons, à vouloir avoir de meilleur. Je pense que c'est un appel. Voilà, c'est un appel, comme disait, de pouvoir beaucoup plus mettre les systèmes d'alerte précoce en place, afin de pouvoir éviter de telles situations. Oui, comme les autres ont dit, vraiment c'est triste de voir vraiment de telles scènes qui se passent. Et personnellement, pour moi, c'est une interpellation. Parce que j'imagine que dans cette région, à Jos, ces personnes ont vécu ensemble il y a très longtemps. Nous, aujourd'hui, dans nos pays, c'est là aussi nous interpelle, à travailler. Comme je l'ai dit tantôt, l'absence du conflit ne veut pas dire que nous sommes en paix. C'est le travail qui va déterminer ou qui va faire perdurer notre paix. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est un devoir pour chacun de nous de travailler dans nos différentes communautés pour que de telles scènes ne puissent pas vraiment arriver. Je pense qu'il faut faire ce travail d'éducation, et je pense que ce travail, on peut le faire même dans la cellule familiale. La manière dont nous éduquons nos enfants, à pouvoir accepter les autres, quelle que soit leur appartenance religieuse ou autre. Il faut aussi un travail avec des groupes spécifiques sur le terrain pour les amener à comprendre l'importance de la paix et pouvoir aussi arriver à gérer les conflits, les identifier et pouvoir les gérer. C'est un mécanisme qu'il faut faire au niveau même central. Un mécanisme en place, travailler à ce que il n'y ait pas de personnes défavorisées, il n'y ait pas beaucoup d'injustices, que la justice soit assurée. En tout cas, tout ce qui est comme source, qui peut être source de conflit, qu'à la base, on puisse le régler. Le problème des éleveurs et des agriculteurs reste entier. Il faut le résoudre. Qu'au niveau local, déjà, on puisse identifier, chaque localité puisse identifier les problèmes et puis déjà voir comment faire, s'il faut des théâtres forums, s'il faut des discussions dessus, qu'est-ce qu'il faut, des trucs à la radio, ainsi de suite, pour amener les gens à pouvoir s'entendre et puis utiliser les personnes ressources qui sont dans les communautés. Cette situation-là nous interpelle. Il faut retenir que nos pays sont vulnérables. Ce n'est pas certain que ce soit ces conflits-là dont nous avons vu viennent seulement des Nigériens. Ils peuvent être le fait des gens de l'extérieur, des extrémistes. Bien sûr, les autorités administratives, leur devoir, c'est justement de s'appuyer sur ces structures traditionnelles de dialogue-là pour pouvoir vraiment les sensibiliser et leur demander de s'organiser pour vraiment éteindre ce genre de conflits ou bien trouver des solutions pour faire face à des choses de ce genre qui peuvent survenir. D'abord qu'on prenne conscience que cette paix que nous avons, il faut que nous travaillions à la conserver. Et cela à tous les niveaux. Parce que quelquefois, on pense que c'est peut-être au niveau de l'administration, au niveau de l'État qu'il faut travailler, alors que soi-même dans les communautés, si nous prenons conscience que nous travaillons sérieusement, je pense que ça peut aussi aider les autorités à pouvoir se baser sur nos mécanismes même que nous-mêmes nous avons trouvés pour pouvoir aussi aider à maintenir cette paix-là. Et aussi, je pense que à l'endroit des responsables, il faut qu'au niveau des responsables également, que les uns et les autres prennent la question au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'occulte pas certains signes qui montrent qu'il y a problème. Et que dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'on puisse trouver les voies et moyens pour arriver à éradiquer tous ces aspects-là pour pouvoir conserver cette paix. Il faut mettre des cellules de veille en place, de telle sorte que quand on sent des signes évidents de conflit, ne pas laisser le problème
se déclencher avant de résoudre. Parce que comme on dit, en fait, c'est comme une petite partie de l'iceberg. Généralement, quand on voit le conflit ouvert, en fait, c'est comme un arbre. C'est en haut qu'on voit, on ne voit pas les racines. Quand on arrive à trouver les vraies causes et résoudre ces causes-là. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la paix n'est pas définitivement acquise. C'est quelque chose qu'une fois, il faut travailler pour la maintenir. Il faut que les responsables arrivent à faire comprendre aux fidèles que Dieu n'est pas un Dieu de violence. Ce que nous devons saluer dans une même famille, vous trouvez et des éléments de la religion traditionnelle, vous trouvez des musulmans, vous trouvez des catholiques, vous trouvez des protestants, et tout ce monde-là vit en symbiose. Et là, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment dire merci à tous nos invités. Chers téléspectateurs, je suis sûr que vous avez pu tirer quelques leçons, quelques bonnes informations qui pourraient vous aider et qui pourraient aider nos communautés à vivre en paix. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la toute prochaine fois. Au revoir et à bientôt.